Всем привет, salut tout le monde, moi c'est Rémi et je te parle aujourd'hui depuis la Laponie, où j'ai attendu d'ailleurs les premières neiges pour te faire cette vidéo qui va parler de la Sibérie. Voilà. Alors si tu ne connais pas encore cette chaîne, eh ben merci de mettre un pouce en l'air pour cette vidéo-là, de t'abonner évidemment à la chaîne, de ne pas oublier la petite cloche pour être mise au courant de toutes les vidéos à venir, donc toutes les semaines, chaque vendredi. Et puis évidemment, tu en parles autour de toi, tu mets tes commentaires, tu poses tes questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, c'est parti, on va en Sibérie. Accroche-toi Léon. Alors, la Sibérie, je suppose que tu en as déjà tes idées reçues, ce qui est tout à fait normal, et que pour toi, justement, ça rime avec grand froid. C'est pour ça que j'ai voulu te mettre dans l'ambiance depuis le départ. Grand froid, goulag soviétique, etc. Voilà, donc merci Hollywood, merci le narratif occidental de façon générale. Et donc le but de cette vidéo, c'est justement de te faire découvrir une autre facette de la Sibérie, une facette, on va dire, un peu plus réaliste, un peu plus moderne aussi. Donc c'est parti, on y va. Paye Khali. Alors ça va peut-être t'étonner, mais outre l'idée assez négative que l'Occident promulgue sur la Sibérie depuis des décennies, en fait, même les Russes en ont une idée assez partagée, on va dire. Alors principalement les Russes qui vivent dans la partie européenne de la Russie, parce que voilà. Alors qu'est-ce qu'est vraiment la Sibérie? Qu'entend-on par Sibérie? Alors, pour faire simple, la Sibérie, c'est tout simplement la partie asiatique de la Russie, ni plus ni moins. C'est super simple. Ça va donc des monts Oural à l'ouest jusqu'à l'océan Pacifique à l'est, à la mer du Japon et tout ça, jusqu'au détroit de Bering, donc juste en face de l'Alaska. Tout ça, c'est la Sibérie. Donc tout ça, en fait, ça représente un territoire de 13 millions de kilomètres carrés. C'est absolument gigantesque. Ça fait à peu près 77% de la superficie totale de la Russie. C'est vraiment énorme. Et pour donner une comparaison, ça fait à peu près 43% de la superficie totale de l'Afrique, du continent africain. Alors évidemment, comme tout le monde, tu utilises des atlas, que ce soit sur ton téléphone ou sur papier, qui utilisent donc la projection de Mercator, comme ça s'appelle. Et du coup, les proportions ne sont pas du tout gardées, parce que pour faire d'un globe, d'une boule, une image sur papier ou sur un écran, c'est très compliqué, c'est impossible de garder les proportions originelles. Et c'est pour ça que sur la carte, la Sibérie est encore plus grande que ce qu'elle est vraiment. Donc voilà, il faut essayer d'oublier un petit peu ça. Donc c'est à peu près 43% de la superficie de l'Afrique, donc un petit peu moins de la moitié de l'Afrique, mais ça reste quand même absolument gigantesque, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler de une Sibérie? Ben, tu t'imagines bien que non, quoi. Sur un territoire ici immense, c'est évident qu'il y a plusieurs sortes de paysages et même plusieurs sortes de climats, et que c'est absolument pas réaliste de parler d'une seule Sibérie, quoi. Voilà. Alors pour revenir à l'Afrique, donc j'ai fait une comparaison au niveau de la superficie. Il y a une autre comparaison qui est tout à fait légitime à mon avis, c'est cette histoire de fourre-tout, tu vois. L'Afrique, on dit souvent que c'est déjà on en parle comme d'un seul pays alors que c'est un continent. Et puis c'est voilà, on parle de guerre, de malaria, on parle que de choses négatives. Enfin, en tout cas dans le langage, on va dire médiatique officiel, principalement des choses négatives. Et ben la Sibérie, c'est un petit peu pareil, quoi. Tu vois, c'est tout ce qui est froid, lugubre, les goulags, tout ça, c'est aussi pareil. Ça a une image très négative. Donc c'est aussi un truc qu'elles ont en commun les deux, la Sibérie et l'Afrique. Et qui justement moi me donne envie de casser tous ces tabous et de te faire découvrir ce qu'il en est vraiment, quoi.
j'ai fait mention du fait que les Russes eux-mêmes peuvent avoir une image assez particulière, assez déformée même de la Sibérie, de ce qu'est la Sibérie. Et alors, c'est principalement donc les Russes qui habitent dans l'ouest du pays, dans la partie européenne du pays, donc à l'ouest des monts Oural. Et c'est aussi là qu'est la principale partie, la plus grande partie de la population du pays. Alors, je t'ai parlé de cette notion d'Est-Ouest, d'Europe, d'Asie. Donc, en fait, c'est la définition principale, elle est géographique. La Sibérie est la partie asiatique de la Russie, point barre. Mais, pour les Russes, ce n'est pas que ça. Pour les Russes, bah, tu t'imagines que dans tous les pays, là, faut que je fasse attention, il y a de la glace très fine, hop, je marche sur une tourbière, là, hop. Comme dans tous les pays, bah, il y a différentes régions administratives, et la Sibérie est divisée en 3 régions, on va dire supra-régions administratives. Là, il faut que je fasse le tour, là. Oh, je m'enfonce un petit peu. Un petit détour. Hop. En 3 supra-régions administratives. Donc la partie Oural, la Sibérie centrale et l'extrême-orient russe. Alors encore une fois, les 3 font géographiquement partie de la Sibérie. Donc si quelqu'un te dit que l'extrême-orient russe c'est pas en Sibérie, c'est des bobards, c'est n'importe quoi. Mais de façon administrative, c'est en effet séparé. Bah, pour des raisons un peu logiques vu la taille des territoires en question, quoi. Donc après, c'est un petit peu pareil qu'en France, par exemple, on a les départements qui sont ensuite réunis en régions. Ah, voilà, en Russie, c'est un petit peu pareil, alors à une échelle complètement différente, évidemment, vu la superficie. Mais c'est exactement le même principe. Donc sur ces 3 supra-régions qui forment la Sibérie de façon administrative, en fait, il y a 27 régions, alors que ce soit des républiques, des kraïs, des oblasts ou des régions semi-autonomes. Mais voilà, donc il y a 27 entités administratives et 3 supra-entités administratives qui forment la Sibérie. Donc c'est l'une des définitions les plus courantes que les Russes eux-mêmes te donneront de la Sibérie. Quand eux ils pensent à la Sibérie, ils pensent à la Sibérie centrale principalement. Alors on pourrait se demander, mais comment ça se fait que même les Russes aient un tel a priori envers la Sibérie, et même de façon générale envers leur propre pays. Alors ça, c'est des choses qui changent beaucoup en ce moment grâce à toutes les sanctions européennes qui leur sont mises sur le dos et qui renforcent de façon impressionnante leur patriotisme et leur attachement à leur pays, qui les fait s'intéresser de plus en plus à leur pays, qui les fait voyager de plus en plus à leur pays, chose qui était presque inconnue à l'époque de l'Union soviétique. Du coup, il y a du bon aussi dans les sanctions pour la Russie. Il y a même plusieurs points bons, mais bon, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Mais en fait, voilà, la raison pour laquelle les Russes eux-mêmes ont des a priori sur la Sibérie, bah, c'est que tout simplement, ils n'y ont jamais mis les pieds et que comme l'image qu'ils ont, bah, elle vient encore une fois de Hollywood, même en Russie, évidemment, et bah, du coup, c'est une image négative et ça ne les intéresse pas. Donc, tant pis pour eux. Mais si tu es un peu curieux de nature et que justement le mot Sibérie te fait rêver, comme c'est le cas pour moi, et ben tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc la deuxième raison, ben, c'est qu'il n'y a que 25% de la population totale de la Fédération de Russie qui habite en Sibérie. L'une des choses que les Russes de l'ouest du pays tentent à oublier un petit peu, ben, c'est qu'il y a pas mal de mégapoles aussi en Sibérie, quoi. La Novosibirsk, qui est la plus grande ville à l'est des monts Oural, qui a 1 600 000 habitants. C'est
Elle est d'ailleurs inofficiellement appelée la capitale de la Sibérie, pour cette raison principalement. Après, c'est une ville industrielle que je ne connais pas. J'y suis juste passé très vite fait à la gare une fois et à l'aéroport une deuxième fois. Donc je ne connais pas, je suis jamais promené en ville. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est une ville industrielle pas super. Très architecturalement pas particulièrement intéressante. Mais bon, après voilà, je me tais parce que je ne la connais pas. Et voilà, donc outre Novosibirsk, tu as d'autres grosses villes de plus d'1 million d'habitants, comme Krasnoyarsk, par exemple, qui est la deuxième plus grande ville de Sibérie. Yekaterinbourg, alors là, qui est la deuxième et la troisième, c'est un peu comme Lyon et Marseille, là je ne mettrai pas ma main au feu. Après tu as Omsk, avec un petit peu plus d'1 million d'habitants, 1 130 000, un truc comme ça, 125 000. Et voilà, donc ça c'est les villes de plus d'1 million d'habitants. Et ensuite il y a Tyumень, donc en Sibérie occidentale, qui a environ 850 000 habitants, et qui est l'une des villes de Russie qui grandit le plus rapidement au niveau du nombre d'habitants, mais derrière Yakoutsk, ce qui est assez impressionnant. Alors Yakoutsk n'a que 370 000 habitants de mémoire, mais sa population a explosé ces dernières décennies, et c'est donc la ville qui grandit le plus rapidement au niveau population de toute la Fédération de Russie. Voilà. Le soleil, il fait un temps magnifique. Là, j'arrive au bord d'un petit lac qui a déjà commencé à geler, mais je pense pas pouvoir m'aventurer sur la glace parce que ça fait pas encore suffisamment longtemps qu'il fait froid. Oh. Non, il y a un gars là en quad de l'autre côté. C'est moi un chasseur. Voilà, je profite de mes dernières journées en Laponie avant de justement aller en Sibérie. Et là, je suis vraiment content d'avoir et la neige et le soleil pour faire cette vidéo, pour te montrer des paysages qui, j'espère, te plairont et que tu peux absolument retrouver justement en Sibérie. À ces latitudes-là, c'est quand même assez semblable partout sur la planète. Donc voilà, je te montre le petit lac là qui est en train de geler. Il commence à geler. Mais franchement, j'irai pas trop m'aventurer. La glace, elle doit faire que quelques centimètres. Alors, en plus de ces mégapoles, de ces très grosses villes en Sibérie, et ben en fait la Sibérie est très peu peuplée, très inégalement peuplée. Elle est peuplée environ à 77% de Russes ethniques. Donc voilà, pour schématiser, de blonds aux yeux bleus. Mais il y a quand même 35 ethnies différentes qui peuplent la Sibérie depuis des millénaires, quoi. Donc c'est vraiment un mélange ethnique très intéressant, très sympa, et avec donc des religions différentes. Donc l'orthodoxie évidemment prédominante dans tout le pays, mais tu as aussi beaucoup de musulmans. Tu as aussi beaucoup, plus tu vas vers l'est, vers les régions du Baïkal, tout ça, en Bouriatie, en Tiva, tout ça, tu as beaucoup de bouddhistes. Alors l'histoire de la Sibérie, mais alors en très bref, et évidemment elle est beaucoup plus ancienne que l'histoire de la Russie en tant que pays, bien évidemment. Mais voilà, c'est quand on parle de l'histoire de la Sibérie, on s'intéresse principalement depuis le point de vue russe, donc depuis l'expansion de l'empire russe vers l'Est. Et pour faire simple, on peut dire qu'avant le 15e et 16e siècle, en fait, la Sibérie, elle était partagée entre non seulement de peuplades, mais des empires, en fait, turciques et mongols. Voilà. Donc, c'était en gros les Ottomans et les Mongols qui géraient tout ça. Et que c'est donc après la chute de la Horde d'or mongole
Donc c'était à la moitié du 15e siècle, 1453 de mémoire, que justement le tsar, donc Ivan III à l'époque, a commencé en fait à s'intéresser de plus en plus à ce qu'il y avait à l'est des monts Oural. Et c'est sous le règne de son fils, le fameux Ivan IV, Ivan le Terrible, que l'expansion a vraiment pris en vitesse et a commencé à être assidue et faite de façon de plus en plus contrôlée, administrativement parlant, etc. Et qu'il y a des accords qui ont été passés entre donc les Russes expansionnistes vers l'est et les peuplades locales qui les ont pris en fait sous leur protection pour voilà, pour les protéger des invasions d'autres peuplades, etc., etc. Donc, et finalement pour arriver à l'océan Pacifique. Alors, la première ville sibérienne qui a été fondée, c'est Tyumen, 2 ans après la mort d'Ivan le Terrible, donc en 1586. Et donc ce premier exemple de nouvelle ville sur territoire asiatique a été suivi évidemment par plein d'autres, quoi. Après la ville de Tyumen, c'est donc la ville de Tobolsk qui a été fondée, donc 1 an plus tard, ça a été assez rapide. Puis ensuite il y a eu Surgut, fin du XVIe siècle, Tomsk, début du XVIIe, Krasnoyarsk, début du XVIIe aussi, Yakoutsk, qui est aussi l'une des plus anciennes villes de Sibérie, qui a été donc créée en 1632. Et l'une des dernières villes actuelles à avoir été fondée en Sibérie, eh ben, c'est Vladivostok. Alors Vladivostok a été fondée en 1860 sur les rives de la mer du Japon. Et c'était en fait pour répondre à un besoin des Russes d'avoir justement une ville portuaire sur la côte pacifique. Ce qui est assez logique. Par contre, tu as certainement entendu parler du Transsibérien, du réseau ferroviaire du Transsibérien. Et il a commencé à être construit à la fin du 19e siècle, 1892, 93, un truc comme ça de mémoire. Et en fait, pour raccorder donc la dernière gare qui était dans les monts Oural à Tcheliabinsk vers l'est, et pour petit à petit arriver justement jusqu'à Vladivostok. Alors aujourd'hui, tu as aussi même une branche qui descend en Mongolie, tu as une branche qui descend en Chine, mais le but de départ, c'était de relier en fait Moscou avec Vladivostok en raccordant toutes les villes qui importantes sur le parcours, quoi. Alors, ce petit résumé très bref de l'histoire de la Sibérie m'amène justement à te parler des différentes villes de Sibérie. Et alors, on va commencer par la grande ville la plus à l'ouest de la Sibérie, et j'ai nommé Yekaterinbourg, dont je t'ai parlé dans l'une de mes précédentes vidéos, ma vidéo sur mes 5 régions préférées en Russie, où je te parle de l'Oural. Et en fait, bizarrement, bien que situé côté asiatique de la Russie, donc en Sibérie, eh ben c'est très rare que les Russes associent Yekaterinbourg à la Sibérie. Ça paraît assez paradoxal, mais pour eux, Yekaterinbourg, c'est dans les monts Oural. Alors que c'est pas directement au pied des monts Oural non plus, mais je sais pas, dans leur imaginaire, ça fait partie des monts Oural et pas vraiment encore de la Sibérie, alors que pour moi, de façon géographique pure et dure, c'est indéniablement en Sibérie, puisque c'est à l'est des monts Oural, donc dans la partie asiatique du pays. Là, il n'y a pas à se poser d'autres questions, quoi. C'est vraiment simple. Voilà. Alors, Yekaterinbourg, je t'en ai déjà parlé, c'est une ville super, super belle. Plein de choses à faire, c'est une grosse ville. Une ville de plus d'1 million d'habitants. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Un super point de chute, justement pour découvrir les monts Oural.
Mais voilà, après tu as Tyumen, qui n'est pas très éloigné de Yekaterinbourg, qui est un peu plus à l'est, et qui est une ville assez particulière dans le sens où un centre-ville qui est un mélange de vieilles izbas, tu sais, les maisons en bois là, traditionnelles, et de grands blocos soviétiques, voire beaucoup plus récents. Donc c'est assez bizarre. D'ailleurs, les izbas disparaissent de plus en plus parce qu'elles sont dans un état souvent lamentable. Du coup, les gens préfèrent les raser pour construire des trucs un peu plus modernes que de dépenser des sous pour essayer de les sauver. Ce qui est un peu dommage historiquement parlant, mais bon, c'est comme ça. Et puis, par contre, tu as le centre-ville qui n'est pas très grand, mais qui est très joli. Donc les abords de la rivière ont été aménagés pour se promener, qui sont vraiment très sympas, surtout l'été. Alors depuis Tyumen, tu es la ville de Tobolsk, où je ne suis malheureusement encore jamais allé, mais ça c'est vraiment un endroit où j'aimerais beaucoup aller, puisque c'est le Kremlin le plus à l'est du pays. Et c'est un Kremlin vraiment très très bien conservé. Il y a d'ailleurs un film sur le sujet, un film russe là-dessus, qui s'appelle Tobol, que je te conseille vraiment de regarder. Mais voilà, donc ça c'est une des attractions touristiques les plus connues et les plus importantes dans l'oblast de Tyumen. C'est la ville de Tobolsk et son Kremlin. Ensuite, si on continue vers l'est, tu as par exemple la ville de Tomsk. Alors Omsk et Tomsk, les gens généralement ont tendance à les confondre. Ça n'a rien à voir. En fait, Omsk est plus au sud, Tomsk est plus au nord. Omsk est situé sur le transsibérien, alors que Tomsk, c'est pas le cas. Omsk est beaucoup plus grande que Tomsk en nombre d'habitants. Et alors, je connais ni l'une ni l'autre. Je suis passé vite fait à la gare de Omsk, donc voilà, je me suis promené peut-être 1 heure ou deux entre deux trains dans les environs immédiats de la gare ferroviaire de Omsk, mais voilà, je peux pas dire que je connaisse cette ville du tout. Tomsk, j'ai jamais mis les pieds. Par contre, ce qui est connu à Tomsk, c'est justement ces izbas dont je t'ai parlé tout à l'heure en parlant de Tyumen, et qui à Tomsk, justement, là, ils ont fait exactement l'opposé. Ils ont tout misé sur ces izbas, ils les ont retapés, et ils ont vraiment gardé un charme très très particulier dans cette ville, qui fait qu'en fait c'est une ville donc moderne, récente, etc. Mais avec un cœur rempli d'izbas encore à l'ancienne, et qui apparemment est très particulier et très très joli à voir. Et ça on le retrouve un petit peu dans d'autres villes sibériennes, par exemple à Irkoutsk, mais dans une moindre mesure. Voilà, apparemment Tomsk, alors encore une fois je ne t'en parle que de oui dire, puisque je n'y suis jamais allé moi-même, mais apparemment Tomsk c'est vraiment le summum à ce niveau-là. C'est un petit peu la référence d'une grande ville avec plein d'izbas au centre-ville en Sibérie. Voilà, donc on continue, on arrive tout doucement à Krasnoyarsk, qui est une ville encore une fois que je connais que les abords immédiats de la gare, puisque j'ai emprunté le transsibérien pour aller au lac Baïkal il y a quelques années, on s'est plus jeune, et que voilà, il y a certaines gares où le train s'arrête un peu plus longtemps, et du coup on peut aller se dégourdir les jambes et prendre le temps de se balader un petit peu dans les villes traversées. Mais moi, ce qui m'avait impressionné à l'époque, c'est pas la ville tant elle-même, qui apparemment a l'air super sympa aussi, mais c'est surtout les environs. C'est très montagneux. Et apparemment, au niveau climatique, c'est l'une des zones les plus enneigées de Russie. Donc le kraï de Krasnoyarsk est
immense. Géographiquement parlant, il est immense. Krasnoyarsk, donc la capitale, est située tout au sud du kraï. Et le kraï, en fait, s'étend jusqu'à l'extrême nord, jusqu'à l'océan Arctique. Mais justement, la partie des environs de la ville de Krasnoyarsk, donc du sud du kraï, sont a priori l'un des endroits les plus enneigés de la Fédération de Russie. Donc il y a plein de stations de ski, de snowboard, tout ça. C'est apparemment un paradis pour les sports d'hiver. Donc voilà, un endroit à découvrir si ce genre d'activité t'intéresse. Alors Irkoutsk, je viens t'en parler de façon très rapide. Irkoutsk est surtout connu en fait parce que c'est pas loin du lac Baïkal, c'est à peu près à 60 km à l'ouest du lac Baïkal. Donc du coup, il y a des bus qui y vont. Le village le plus proche depuis Irkoutsk, situé sur les rives du Baïkal, c'est Listvianka. Et il y a des bus qui y vont très régulièrement, plusieurs fois par jour. Donc voilà, après bon, le lac Baïkal, on va pas en parler maintenant parce on parle là des villes. Et Irkoutsk est une ville très sympa, très propre, très propre. Après, comme la plupart des villes russes, les villes sont très soignées. Et Irkoutsk, c'est on commence tout doucement à se sentir vraiment en Asie, quoi. Tu vois, on commence à voir de plus en plus de gens qui sont typés asiatiques. Et puis je sais pas, il y a quelque chose une ambiance qui fait que on commence à se sentir un petit peu en Asie, quoi. C'est avec la proximité du lac Baïkal, etc. Et par contre, quand tu continues un petit peu plus à l'est, que tu vas jusqu'à Ulan-Ude, qui est la capitale de la Bouriatie, alors là, tu sais que tu es en Asie, là, il y a pas photo, parce que non seulement les gens sont majoritairement bouriates, ethniquement parlant, il y a plus de bouriates que de Russes de mémoire, en tout cas, en Bouriatie, mais surtout, tu as des pagodes de partout, quoi. Tu as non seulement donc des églises orthodoxes comme partout ailleurs en Russie, mais tu as des pagodes de partout. Et ça, c'est super dépaysant. Tu as l'impression d'être justement en Mongolie, quoi. Et donc, d'ailleurs, les bouriates et les Mongols partagent un héritage culturel commun. Et d'ailleurs, la langue bouriate est aussi très proche de la langue mongole, d'après ce que j'ai compris. Alors, je ne parle ni l'une ni l'autre, hein, on est d'accord, mais c'est... Hein. Culturellement parlant, ce sont des peuples très proches l'un de l'autre. Et donc, ce sont des peuples qui sont bouddhistes à la part. Donc, ce qui explique toutes ces pagodes à droite à gauche. Et elles sont vraiment magnifiques. Il y en a des grandes, il y en a des petites, il y en a même des immenses, quoi. C'est des grands monastères. C'est très dépaysant, c'est très sympa. C'est vraiment très sympa, quoi. Alors après, plein nord, tu as Yakoutsk, donc où je serai dans pas longtemps. Et Yakoutsk, donc c'est une ville d'un peu moins de 400 000 habitants, de mémoire 370 000, un truc comme ça, habitants. Et alors la ville en elle-même, c'est pas folichon, quoi. C'est beaucoup de bars, que ce soit stalinienne ou de la période Brejnev ou plus moderne. Mais c'est par contre la plus grande ville au monde construite sur le permafrost. Donc à ce niveau-là, c'est intéressant de voir justement que la plupart des immeubles sont construits sur des sortes de pilotis qui s'enfoncent justement dans la glace du permafrost et qui sont donc un petit peu surélevés pour tenir plus longtemps, tout simplement. Il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de cave, par exemple, c'est pas possible à cause du gel, à cause du permafrost, enfin du pergélisol en français. Et donc voilà, après c'est une ville qui est sympa, où il y a tout, qui est pareil, qui est propre, mais qui est très particulière, donc à cause de son climat, qui est très très froid en hiver, mais c'est un froid très très sec. Donc il n'y a pas un brin de vent. Et par contre, il peut y avoir beaucoup de brume glacée en plein hiver quand il fait froid. En fait, plus il fait froid, plus la brume est épaisse. C'est très très particulier, c'est très particulier. Et puis donc encore une fois, tu en auras plein de reportages en direct de ton humble serviteur dans quelques semaines. Donc j'en parle pas plus aujourd'hui. Donc on continue vers l'est, on arrive à Magadan,
qui est donc située directement au bord de la mer, que je ne connais pas, je suis encore jamais allé à Magadan, mais il paraît que c'est une ville très très jolie. Non seulement la ville elle-même, mais les environnements aussi, les environs de la ville elle-même sont, paraît-il, aussi super jolis. C'est très montagneux, et c'est ce mélange justement de mer et de montagne, un petit peu comme en Norvège, je pense, si tu connais, qui fait ce charme très particulier de la ville de Magadan, qui à l'époque soviétique, justement aussi, un peu comme Yakoutsk ou Perm ou plein d'autres villes du nord et de l'est du pays, étaient connues pour ces goulags. Donc voilà, aujourd'hui c'est plutôt connu par les pêcheurs. Les environs de Magadan, l'oblast de Magadan est connu par les pêcheurs au saumon principalement, justement pour ces quantités de saumon, la taille de ces saumons, etc. Donc pareil, c'est une région très riche au niveau au niveau nature, quoi, au niveau paysage, etc. Mais voilà, on reste dans les villes pour l'instant encore, et on va descendre un petit peu, mais on reste plein est, évidemment, parce qu'on peut pas aller plus à l'est quand on arrive au bord de l'océan. On arrive à Khabarovsk, qui est d'ailleurs pas situé au bord de l'océan, mais qui est à 30 km de la frontière chinoise, donc juste à côté de la frontière chinoise, où je suis allé de façon, on va dire, absolument pas coordonnée. J'y ai passé plusieurs heures, donc vraiment pas longtemps, 6 heures, un truc comme ça, à cause d'un avion qui a dû atterrir là-bas, enfin bref. Mais donc je peux pas vraiment t'en parler non plus, voilà, pour être franc. Mais c'est une ville qui est par contre principalement russe, ethniquement parlant. Ensuite, on va encore plus à l'est, et là on revient sur les bords de l'océan Pacifique. On arrive à Vladivostok, qui est un petit peu la destination finale, que je ne connais pas non plus, j'y suis jamais allé. Mais c'est par contre, de toutes les villes dont on vient de parler en Sibérie, c'est de loin la plus chaude au niveau du climat. C'est Vladivostok, qui est donc tout près de la Chine aussi, mais aussi de la Corée du Nord. Et du coup, un climat complètement différent, un climat beaucoup plus doux, des hivers très doux. Alors, il peut neiger évidemment, mais c'est vraiment un climat complètement différent. Et du coup, voilà, quand on dit qu'en Sibérie, partout, il fait froid, tout ça, machin, non. Alors oui, l'hiver existe évidemment, mais il est très très différent d'un endroit à l'autre, parce qu'après, voilà, vu la taille énorme de la Sibérie, c'est logique qu'il y ait plusieurs sortes de climats, qu'il y ait des endroits où il fasse plus ou moins froid, des endroits où il y ait plus ou moins de neige, etc., etc. C'est un petit peu logique. Voilà. Alors pour terminer notre petit tour d'horizon de la Sibérie, eh ben, j'avais envie de te parler de sa nature, parce que tu t'imagines que, alors je sais pas, en tout cas moi, Sibérie, ça rime avec nature sauvage, quoi. Tu vois, un petit peu là où je suis là. C'est voilà, pour moi, c'est plus que les villes, qui ont aussi leur intérêt, absolument. Mais c'est vraiment la nature qui, moi, m'intéresse en Sibérie, au travers de son climat, etc. Et du coup, voilà, c'est de ça que je voulais te parler. Alors, encore une fois, la Sibérie, c'est tellement immense que je suis pas allé partout. Loin de là. Tu vois, pour découvrir la Russie, dans son ensemble, que ce soit sa partie occidentale européenne, ou sa partie orientale asiatique, il faut 4 vies et demie, quoi. C'est absolument immense. Et ouais, non, c'est vraiment, il faut y passer un temps considérable. Et du coup, je vais te parler d'endroits que je connais, mais aussi d'endroits que je connais pas. Juste pour te donner en fait une image assez globale de ce que tu peux trouver comme paysage en Sibérie. Alors on va commencer par le plus connu. Et le plus connu, c'est quoi? Eh ben, c'est le lac Baïkal. Le lac Baïkal, alors j'y suis allé, c'est le plus vieux lac du monde. C'est aussi le lac le plus profond du monde. De mémoire, il fait 1,6 km au plus profond.
Et c'est la contenance d'eau du lac Baïkal est équivalente à celle de la mer Baltique. Pour te donner une idée, quoi. C'est absolument immense. Mais c'est principalement grâce à sa profondeur qu'il a une contenance d'eau telle. Eau douce, hein, évidemment. Alors d'ailleurs, un truc qui est assez rigolo, en plus des... je veux dire, les paysages autour sont magnifiques, c'est très montagneux, c'est vraiment très très joli. L'eau du Baïkal est très pure. C'est vraiment une sorte de micro-écosystème très très intéressant. Et justement, en parlant de micro-écosystème, il y a une espèce endémique de phoque d'eau douce. Il n'y en a que 2 dans le monde. Il y en a une espèce en Finlande et la deuxième espèce justement au lac Baïkal. C'est les 2 seules espèces de phoques d'eau douce au monde. Et rien que pour ça, ouais, ça vaut le coup d'y aller, quoi. Alors après, il n'y a pas de garantie pour les voir. Mais bon, après, il y a aussi des sortes de, ils appellent ça des safaris, qui sont organisés aussi l'été en bateau, ou en kayak même d'ailleurs, pour essayer de voir les phoques. Mais c'est vraiment une particularité assez sympa. Mais voilà, donc le lac Baïkal, c'est vraiment à voir. C'est immense. Il y a en partie des chemins de randonnée, mais c'est quand même un endroit très très sauvage. Alors on change de région et on va plein sud. On va dans le massif de l'Altaï. Alors l'Altaï, malheureusement, j'y suis encore jamais allé. Mais là, pareil, c'est un endroit qui me fait rêver, quoi. C'est donc un massif montagneux, très alpin, avec vraiment des sommets acérés. C'est une région qui est en fait limitrophe, qui est à cheval sur la Russie, la Chine, la Mongolie et le Kazakhstan. Donc il y a 4 pays qui se partagent le massif de l'Altaï. Donc à la limite, tu pourrais, alors je sais pas si c'est possible de passer d'un pays à l'autre comme ça par les montagnes, ça je suis pas du tout, je sais pas du tout. Mais voilà, si tu veux aller dans l'Altaï et que tu veux pas aller en Russie, ou pas aller en Chine, ou pas aller je sais pas où, enfin t'as 4 pays où t'as le choix en fait pour rentrer dans le massif de l'Altaï, pour découvrir le massif de l'Altaï. Donc en gros t'as pas d'excuse, quoi. Alors bon, le seul inconvénient c'est que c'est un peu loin géographiquement parlant vu de l'Europe. On est d'accord, mais bon voilà, là on parle de la Sibérie, donc forcément on est loin de l'Europe. L'Altaï donc, avec des peuplades locales très intéressantes, avec une culture du cheval très intéressante, que les gens se déplacent beaucoup à cheval, qu'il y a beaucoup de randonnées équestres qui sont organisées. Alors je dis randonnée, mais je devrais presque dire expédition. C'est souvent des trucs sur une semaine, voire encore plus longtemps, qui se font à dos de cheval. Que ce soit pour la chasse, pour ceux que ça intéresse, moi c'est pas du tout mon truc, ou voilà, la randonnée toute simple, quoi, de la découverte de paysages, de nouveaux endroits, à dos de cheval. C'est connu en Mongolie, pour les francophones, mais ça existe aussi ailleurs, entre autres dans l'Altaï. Voilà. Alors, ensuite, tu as un endroit, je t'ai parlé tout à l'heure du kraï de Krasnoyarsk. Et tout au nord du kraï de Krasnoyarsk, tu as un endroit qui est assez connu en Russie en tout cas, qui s'appelle le plateau du Poutoran. Alors j'y suis pas encore allé, mais c'est en fait le plateau de lave, le second plus grand au monde. Le plus grand étant en Inde, je sais pas trop où d'ailleurs, en Inde, mais le second plus grand plateau de lave, donc volcanique, hein, au monde, est situé en Russie, dans le nord du kraï de Krasnoyarsk, et c'est un endroit qui est assez connu. Il y a un lac aussi qui est très connu qui s'appelle le lac Lama, comme l'animal, qui est un petit peu la porte vers ce plateau.
Donc là, pareil, il y a plein de randos qui sont organisés. Après, t'es pas obligé de faire un truc organisé, mais bon, c'est un endroit qui est assez connu. Mais alors, quand je dis connu en Russie, ça veut pas dire que tu vas rencontrer des millions d'autres touristes. Hein. Les régions sont tellement immenses et c'est tellement peu habité que voilà, c'est des endroits où il faut pouvoir y aller physiquement parlant. Donc il y a déjà un coût au niveau du transport, ça il faut être réaliste. Et puis voilà, donc c'est pas non plus accessible à n'importe qui. Et mais voilà, c'est un endroit qui est assez connu, qui est apparemment assez sympa, quoi. Il n'y a pas un arbre qui pousse, enfin c'est très particulier. J'ai sauté un endroit un peu plus à l'ouest, qui est vraiment directement au pied des monts Oural, en plein nord, c'est la péninsule de Yamal. Pareil, je suis jamais allé encore. C'est un endroit où j'aimerais beaucoup aller d'ailleurs. Et la péninsule de Yamal, donc c'est de la toundra. Et c'est la région de Nenets, qui est une peuplade arctique, comme les Samis, comme les Inuits et tout ça. Une peuplade de l'Arctique russe, les Nenets, qui sont aussi éleveurs de rennes et qui vivent donc sur la presqu'île de Yamal. Donc le point de départ pour aller là-bas, c'est la ville de Salikhard, qui est située exactement, c'est la seule ville au monde située exactement sur le cercle polaire. C'est pas un hasard, hein, parce que c'est une ville qui est assez relativement récente, donc qui date du XXe siècle, de la période soviétique. Et donc ils l'ont construite pile poil sur le cercle polaire. Alors je continue avec cette liste de sites naturels à découvrir en Sibérie. Et là on peut aller directement à l'extrême est, sur la presqu'île du Kamtchatka, que je ne connais pas non plus d'ailleurs. Je suis encore jamais allé, mais voilà, c'est l'un des endroits les plus connus de Sibérie, de par sa forme très caractéristique, de par son volcanisme, de par sa population d'ours très dense. Donc voilà, c'est un endroit qui est vraiment mythique, qui est très connu des Russes et même à l'étranger. Tu vois, le Kamtchatka, ça évoque quasiment pour tout le monde quelque chose d'assez précis. Et en plus du Kamtchatka, tu as une autre région qui ressemble un tout petit peu au Kamtchatka, mais qui est beaucoup moins connue, et c'est les îles Sakhalin, que je ne connais pas non plus, mais qui sont aussi volcaniques, qui ont aussi une énorme densité d'ours bruns, une très forte densité d'ours bruns, et mais qui est beaucoup moins connue, et où on peut accéder depuis la ville de Vladivostok, par exemple, en bateau ou en avion. Et voilà. Donc ensuite, plus vers le nord, à l'extrême nord-est de la Russie, donc juste en face de l'Alaska, eh ben, tu as le Tchoukotka. Le Tchoukotka qui est donc la région frontière avec les États-Unis, qui est une région principalement de toundra. Là, c'est vraiment le haut arctique. C'est le royaume de l'ours blanc, des morses, tout ça. Donc là-bas, t'as pas un arbre. C'est assez lunaire. Alors je connais pas, j'y suis jamais allé, mais bon, je connais bien ces régions arctiques, donc je peux t'en parler quand même un petit peu. Je connais quelqu'un là-bas aussi qui habite. Et donc voilà, c'est une région très particulière et qui a malheureusement aussi comme particularité négative d'être extrêmement chère, puisqu'en fait tout y est importé, il n'y a rien qui pousse. Et du coup, tout y est importé, les fruits coûtent une blinde, c'est un endroit très très cher. Alors heureusement, les salaires sont un peu plus élevés que la moyenne, mais c'est quand même un endroit, c'est très particulier, quoi. Alors, je sais pas d'ailleurs trop comment ça marche dans les petits villages, parce que même la ville principale, donc Anadyr, et c'est pas super grand, franchement, je sais pas trop comment ça fonctionne économiquement parlant, s'il y a des subventions, ou franchement, je sais pas trop.
Mais c'est un endroit très très exotique dans le sens où c'est très particulier, quoi. C'est vraiment le haut Arctique russe. Ouais. Voilà. Alors, pour rester un petit peu dans ces milieux arctiques, je vais te parler quand même un tout petit peu de la Yakoutie, où je serai bientôt, parce que la Yakoutie, c'est tellement immense, c'est donc à peu près 6 fois la France en superficie, et du coup, pareil, ça s'étale sur plusieurs latitudes jusqu'à l'océan Arctique, et tu as même quelques îles qui appartiennent à la Yakoutie dans l'océan Arctique. Donc, à l'extrême nord, tu as la ville, par exemple, de Tixi. Bon, la ville, c'est une ville, mais c'est un gros bourg, quoi, on va dire, une ville portuaire où je suis pas encore allé non plus, mais voilà, qui est aussi un endroit de départ pour des expéditions justement en milieu arctique ou jusque vers ces îles dont je viens de te parler, donc les îles qui appartiennent à la Yakoutie, là dans l'océan Arctique. Et donc déjà là-bas, voilà, pareil, c'est le royaume de l'ours blanc, des morses et tout ça. Et puis donc plus tu descends vers le sud, donc depuis Tixi, depuis l'océan Arctique, tu descends, tu as l'énorme massif de Verkhoyansk, qui est un énorme massif montagneux que Nicolas Vanier a fait connaître au cinéma au travers de son film Loup, dont je t'ai parlé dans une vidéo précédente sur mes 5 régions préférées en Russie, et que je te conseille vraiment de regarder. C'est un très beau film d'ailleurs. Et voilà, c'est des paysages à couper le souffle. C'est très très sauvage, mais vraiment très sauvage. Il y a style 0,03 habitants au kilomètre carré. Bref, c'est vraiment très très particulier. Et puis donc plus tu descends, alors tu peux descendre le cours de la Lena, qui est le fleuve le plus long de Russie, pour arriver tout doucement à Yakoutsk. Mais voilà, après la Yakoutie, c'est tellement immense qu'il y a vraiment plein de choses à voir. Et là justement, quand je serai moi-même installé sur Yakoutsk, je vais essayer de voyager un petit peu aussi au sein de la République, malgré les distances de malade, quoi, parce que c'est vraiment grand. Mais voilà, donc je vais essayer de te faire découvrir tout ça au fil des semaines et des mois à venir. Alors pour continuer avec tous ces sites naturels absolument fascinants à découvrir dans la Sibérie, dans l'extrême-orient russe, je vais te parler vite fait du massif de Sikhote-Alin, qui est situé donc à cheval sur le kraï le kraï de Vladivostok. Il s'appelle le Primorsky, mais c'est la région de Vladivostok, sur l'extrême nord de la région de Vladivostok et l'extrême sud du kraï de Khabarovsk, et qui est connu en fait parce que il a la particularité d'héberger l'une des populations de tigres de Sibérie, le fameux tigre de Sibérie, qui est d'ailleurs, grâce aux travaux de protection qui ont été entrepris en Russie ces dernières décennies, qui est passé d'espèces menacées d'extinction à espèces fragiles. Donc voilà, il y a un regain de population du tigre de Sibérie, c'est une excellente nouvelle. Et voilà, si tu es intéressé pour éventuellement observer le tigre de Sibérie dans son élément naturel, dans son environnement naturel, c'est là qu'il faut se rendre, dans les massifs du Sikhote-Alin, auquel tu peux accéder depuis soit Vladivostok, soit Khabarovsk. Et voilà, après bon, tu peux les voir en zoo évidemment, mais bon, c'est pas vraiment la même chose. Mais tu as aussi des tours qui sont organisés pour essayer d'apercevoir, il n'y a aucune garantie, hein, mais pour essayer d'apercevoir le fameux tigre de Sibérie dans son milieu naturel. Voilà. Et puis pour revenir un petit peu dans le sud, tu as la République du Touva, que je ne connais pas non plus, qui est donc située directement à l'est de l'Altaï. Donc c'est pareil, c'est une région très très montagneuse, et c'est l'une des régions de la Fédération de Russie où il y a le moins de Russes.
En fait, donc c'est une région qui est principalement peuplée de tout-vins. En français, on dit les tout-vins, comme le Poitevin, on dit les tout-vins. Et voilà, pareil, c'est une région de montagne, c'est une région bouddhiste, une région pareil où le cheval est roi. C'est voilà, un autre endroit que je peux te conseiller si tu as envie de découvrir un endroit vraiment pas commun en Sibérie, donc dans le sud de la Sibérie. Et puis pour finir, mais je t'en ai parlé déjà vite fait, c'est l'oblast de Magadan, donc qui allie justement donc les mers, les rives de la mer du Japon, enfin de la mer de Okhotsk plus exactement, avec les montagnes environnantes. Et c'est voilà, des paysages apparemment, là encore une fois je connais pas, mais des paysages apparemment vraiment très très beaux à couper le souffle, une faune très particulière qui est très très mal connue d'ailleurs en Occident, parce qu'en Occident, quand on pense Asie, on pense rarement à la Sibérie, alors que la Sibérie est entièrement en Asie. Et du coup, on oublie un petit peu que justement, il y a des espèces asiatiques en Russie, et que la moitié plus que la moitié de la Russie, 77% de la superficie de la Russie sont en Asie. Donc il y a forcément les peuplades asiatiques, des gens qui sont typés asiatiques en Russie, c'est la logique même. Mais ça, c'est un concept que les Européens ont beaucoup de mal à comprendre, que la Russie est un endroit, un pays multi-ethnique, et donc principalement situé en Asie. Voilà. Écoute, j'espère que tu auras appris plein de choses sur la Sibérie, que surtout ça t'aura donné envie d'y aller toi-même, d'aller découvrir ce pays absolument magnifique et vraiment hors du commun qu'est la Russie. Et donc, encore une fois, merci de mettre un pouce en l'air pour cette vidéo, de mettre tes commentaires, de poser tes questions, et auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. Évidemment, de t'abonner avec la petite cloche à cocher pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sortirai donc chaque vendredi. Et d'ici la prochaine semaine, je te souhaite plein de bonnes choses et prends soin de toi. Salut, paka paka.